d'attractivité, de développement et d'innovation. Et je présenterai aujourd'hui ce webinaire où j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs participants, plusieurs intervenants et aussi également beaucoup de participants. Donc, on accueille aujourd'hui quelques représentants de structures institutionnelles. Tout d'abord, Monsieur Guillaume Basset, vous êtes délégué au territoire d'industrie au sein de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Madame Myriam Maé-Laurent, vous êtes responsable du service information territoriale au sein de la Banque des territoires. Et à côté bonjour. Et à côté des structures institutionnelles, on accueille également plusieurs représentants de grands groupes qui sont également impliqués dans le cadre de la relance territoriale. Donc, tout d'abord, Monsieur Edgar Verselloni, vous êtes chef du département Conseil et décarbonation de l'industrie et services énergétiques au territoire au sein d'EDF. Monsieur Hervé Mignon, vous êtes directeur du développement économique et territoire chez RTE. Et enfin, Madame Nathalie Lecoq, vous êtes directrice de cabinet auprès du directeur général du campus Biotech Digital. Donc, vous êtes très nombreux aujourd'hui à vous être inscrits. Nous attendons plus de 170 participants. Merci à toutes et à tous de votre intérêt pour les animations du CNER. Et nous avons souhaité aujourd'hui ouvrir ce webinaire à tous et non pas uniquement à nos adhérents, car les informations qui seront transmises aujourd'hui seront utiles à l'ensemble des développeurs économiques, donc que ce soit des professionnels issus des agences de développement et d'attractivité, ou également des services économiques de collectivité, des technopoles, des clusters ou pôles de compétitivité, CCI, etc. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais faire une rapide introduction et une brève recontextualisation de l'avancée du plan de relance aujourd'hui. Donc, comme vous le savez tous, il a été présenté il y a de ça 9 mois. Le plan de relance a un horizon 2030 et mobilise 100 milliards d'euros autour de 3 volets principaux, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Plusieurs acteurs peuvent bénéficier de ces mesures, des particuliers, des entreprises, des collectivités locales et enfin des administrations. Et aujourd'hui, notre webinaire est dédié aux développeurs économiques qui souhaitent connaître et surtout mettre à jour leurs connaissances sur les dispositifs dont peuvent bénéficier les entreprises de leur territoire afin de les accompagner au mieux dans leur démarche. Pour vous présenter rapidement quelques données chiffrées, aujourd'hui, sur les sujets au cœur des métiers du développement économique, aujourd'hui, pour les collectivités, une enveloppe de 10,5 milliards d'euros est dédiée sur les 100 milliards énoncés précédemment et plus de la moitié ont d'ores et déjà été programmés, environ 5,5 milliards d'euros. Et par exemple, début mai, 2 milliards d'euros ont déjà été attribués pour accompagner la reprise de l'investissement et de la commande publique locale, ce qui permettra de soutenir plus de 9 000 projets sur l'ensemble du territoire. D'autre part, pour l'industrie, en mai 2021, France Relance comptabilisait près de 1517 projets qui ont été soutenus et représentant un montant total de près de 6,6 milliards d'euros d'investissement et dont plus de 1,6 milliard d'euros d'aide de l'État. Donc voilà, avec toutes ces données chiffrées et avec tous les dispositifs disponibles pour les entreprises, les collectivités, les particuliers et enfin les administrations, on a souhaité vraiment faire un point sur les différents dispositifs dont pouvaient bénéficier les entreprises de vos territoires grâce aux mesures de soutien de l'État d'une part avec des représentants institutionnels et aussi grâce aux dispositifs initiés par plusieurs grands groupes tels que EDF, RTE ou encore Sanofi via le campus Biotech Digital. L'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui est que vous, en tant que développeurs économiques, puissiez accompagner au mieux les acteurs de votre territoire dans leur démarche. Et c'est pour cela que nos intervenants vont présenter par présentation flash de 10 minutes plusieurs dispositifs disponibles. Donc, pour vous faire un rapide sommaire, Monsieur Basset, vous présenterez les évolutions récentes du programme Territoire d'industrie, programme qui est largement connu sur les territoires. Madame Maé-Laurent, vous aborderez les différentes offres de la Banque des territoires dans le cadre des mesures portées par la Caisse des dépôts. Monsieur Verselloni, vous détaillerez les différentes mesures d'accompagnement pour les industries et les ETI proposées par EDF dans le cadre d'une démarche de décarbonation et vous informerez donc sur les dispositifs dont elles peuvent bénéficier via les aides du plan de relance.
Monsieur Mignon, vous préciserez comment RTE, via son schéma d'investissement décennal, peut accompagner également les entreprises dans leur processus de décarbonation. Et enfin, Madame Lecoq, vous indiquerez comment le campus biotech digital apporte des solutions en matière de développement de compétences sur le secteur biotech et notamment les formations initiales et les reconversions professionnelles soutenues dans le cadre du plan de relance. Donc voilà, après ces présentations, je fais un rappel très bref des règles du jeu pour le webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le fil discussion de Zoom et après chaque intervention, on prendra vos questions pour pouvoir les poser directement aux intervenants concernés. Pour vos questions, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre votre nom, prénom et votre structure ou votre territoire pour que nous puissions vous identifier. Et en plus de ça, en indiquant votre territoire, ça nous permettra de voyager un peu virtuellement malgré les distances dues au virtuel. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole aux intervenants et notamment à Monsieur Basset qui ouvre le bal de ces présentations. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, merci au CNER d'organiser ce webinaire très, très opérationnel. Sur le plan de relance industrielle, on constate vraiment le rôle absolument clé des agences d'attractivité, qu'elles soient régionales ou locales, et des développeurs économiques. Donc moi, évidemment, je voulais vous parler de Territoire d'industrie. Donc Territoire d'industrie, c'est un programme que vous connaissez bien, qui a été lancé par le Premier ministre fin 2018. Mais là, surtout, vous parlez du volet relance et notamment du fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires. Donc, Territoire d'industrie, c'est le volet territorial de la partie compétitivité du plan de relance. C'est l'outil qui est copiloté par les conseils régionaux et les préfectures de région. Donc, c'est un fonds qui était doté initialement de 400 millions d'euros et qui a été réabondé de 300 millions d'euros par l'État et les régions, donc qui est passé de 400 millions à 700 millions. C'est, disons, un fonds qui vise à accélérer des projets d'investissement, soit individuels d'entreprise, soit des projets d'investissement collaboratifs, collectifs. Et moi, j'ai envie d'insister sur ces derniers projets, j'y reviendrai, pour faire en sorte d'accélérer ces projets sur les compétences, sur la transition écologique, par exemple. Donc, c'est un fonds, je le disais, donc, qui est piloté préfet de région, président de région, et l'instruction est faite par la direction régionale de BPI France, donc dans votre région. Donc, on peut financer des créations, extensions d'usines, y compris sur le volet immobilier, la digitalisation de lignes de production, l'acquisition de machines. Donc, c'est un outil qui est extrêmement souple, qui peut aller jusqu'à des taux de cofinancement de 50%, dans la limite de 800 000 euros par projet, sauf dérogation vraiment exceptionnelle. Donc, où on en est à date, hein, la collègue du CNER a cité un certain nombre de chiffres du plan de relance. Le plan de relance se déploie plus vite que ce qu'on imaginait. Et c'est tant mieux, ça montre qu'on a des industriels qui se projettent, qui ont des projets et un ensemble d'un écosystème dont les agences que vous représentez qui les accompagnent. Donc aujourd'hui, où on en est, il y a un peu moins de 3000 projets qui ont été présentés, qui ont été proposés. À date, il y en a 736, ça c'est les chiffres de lundi. Donc 736 projets qui sont effectivement soutenus. Et on a passé le cap avant-hier des 3 milliards d'euros d'investissement industriel accéléré, ce qui représente dans les territoires environ 17 000 emplois industriels créés. Et on sait qu'un emploi industriel crée 3 à 4 emplois en moyenne. Donc c'est assez significatif. Donc pour relayer cet outil qui reste ouvert jusqu'à début septembre, vous avez un site que vous connaissez pour la plupart d'entre vous qui est relance.projet au pluriel-territoriaux.bpifrance.fr. Le CNER va le remettre, je pense, dans le fil de discussion. C'est sur cette plateforme que les porteurs de projets
peuvent déposer leur candidature. Ce qui est intéressant également, c'est à près de 90%, c'est des projets qui sont portés par des PME et des ETI. Et ça, on y tient particulièrement, 87% pour être précis. Et puis, pour l'essentiel, ce sont des projets dans des territoires fragiles, des territoires ruraux, des villes moyennes, quasiment 80%. Voilà, et donc moi j'ai envie de vous dire que le fonds a été réabondé de 300 millions d'euros, donc je vous le disais, fin mars dernier. On souhaite accélérer dans cette dernière ligne droite les projets collectifs. Projets collectifs, c'est des projets qui sont des projets sous maîtrise d'ouvrage privé, mais qui sont portés par plusieurs industriels. Ça peut être par exemple par l'UIMM local, ça peut être par un cluster, ça peut être une entreprise qui agit pour le compte d'autres entreprises, et ça peut être des projets autour des compétences. Par exemple, on veut doubler le nombre d'écoles de production. Donc ça, c'est des écoles-usines qui forment des jeunes décrocheurs au métier en tension. On peut financer ces projets. On veut les doubler d'ici 2023. Ça peut être aussi des projets de centres de formation sur des métiers en tension ou des métiers très porteurs, par exemple sur l'hydrogène. Donc ce type de projet collectif, on peut les financer. On peut aussi financer des plateformes d'écologie industrielle, on peut financer des plateformes logistiques. On en a une bonne cinquantaine de projets actuellement soutenus. On va aller encore plus loin. Donc voilà, ça c'est un message que je passe aux agences. On est vraiment à vos dispositions au niveau de la délégation au territoire d'industrie. C'est Alexandre Mass qui s'occupe de ça. On pourra vous donner ses coordonnées. Qui est référent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous saisir de ça. Et puis peut-être un dernier mot, si j'ai encore quelques secondes de temps de parole. Là, on soutient des projets matures, des projets qui étaient dans les cartons, qui ont été travaillés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est très bien, on les accélère. À un moment donné, ce stock de projets va progressivement, disons, s'épuiser, c'est bien normal, même si on continue à être sur un rythme encore soutenu de dépôt de dossiers. On a 50 nouveaux dépôts de dossiers au moins par semaine supplémentaire, mais il faut qu'on puisse préparer les projets de demain. Et ça, c'est l'ingénierie. Et je pense que la Banque des Territoires va en parler. Il y a des crédits d'ingénierie dans le cadre de territoires d'industrie qui sont soit à la Banque des Territoires, 26 millions d'euros, ou à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et c'est des crédits qui permettent de financer des cabinets avec une expertise sur des projets d'avenir. Ça peut être en finance, par exemple, l'ingénierie autour de la relocalisation du vélo dans le Gers. Mais voilà, on peut financer ce genre de projet. C'est des projets qui ne vont pas décoller tout de suite, mais on peut financer des assistances à maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, vraiment le message, c'est saisissez-vous, allez contacter votre direction régionale de la Banque des Territoires, contactez la préfecture pour la NCT, les régions, etc. Mais il y a des crédits qui sont disponibles et je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors, nous avons effectivement deux questions. Donc, tout d'abord, la première, Madame Minoy Marchand, qui est chargée de mission TDI à Aurillac, Figeac, Rodez, souhaite poser une question concernant le déploiement des écoles de production. Ce genre de projet peut-il être porté par une collectivité en partenariat avec diverses entreprises ou par un CMQ en partenariat toujours avec des entreprises? Alors, pour répondre à Minoy, donc, une école de production, c'est un établissement technique privé. Donc, c'est un statut particulier qui est reconnu par l'État. Mais effectivement, au conseil d'administration de cette école, il y a en règle générale des industriels, il y a l'éducation nationale, la présence d'un campus des métiers est très positive. Donc, on encourage effectivement cette complémentarité-là. Par exemple, ça peut être la mutualisation d'un plateau technique, mais la collectivité a vocation à être au conseil d'administration. Par contre, l'école de production, c'est vraiment un établissement technique privé. C'est la pédagogie du faire pour apprendre. C'est des écoles-usines, c'est des écoles qui produisent, qui ont une ligne de production et qui répondent à des besoins en sous-traitance d'entreprises locales. Et ça permet, du coup, à ces entreprises-là de former des salariés qu'ensuite, elles vont accueillir. C'est un modèle qui marche.
les jeunes en moyenne 5 à 6 promesses d'embauche à l'issue de ces formations-là. Merci pour votre réponse. Une deuxième question de Daniel Stoll de Marne Développement. Nous n'avons au niveau des agences aucune visibilité sur l'état d'avancement ou d'attribution des aides aux entreprises que nous suivons. Comment peut-on être informé des demandes en cours, s'il vous plaît? Donc, sur le fonds territoire d'industrie, c'est préfecture de région et conseil régional. Donc, en l'occurrence, en Grand Est, c'est Arnaud Amabile. Au niveau de la région, les services de la région ou la maison de la région. Hein. Mais au niveau de l'État, je parle au niveau de l'État, s'il y a un dossier particulier pour lequel vous voulez avoir des informations, vous contactez Arnaud Amabile et son équipe et ils vous répondront. Après, c'est des dossiers qui sont parfois en instruction. Donc, quand un dossier est en instruction, parfois il y a aussi des diligences à faire sur, par exemple, le sujet de lutte anti-blanchiment. Enfin, il y a toute une série de contrôles et ça, évidemment, on ne peut pas vous communiquer quelque chose tant que toutes les étapes. Voilà. Mais par contre, on peut vous dire, voilà, le dossier est en instruction chez BPI ou il va. Voilà, vous donner quand même des informations utiles pour vous et pour l'entreprise. Merci. Et parfait. Donc, pour prendre une dernière question qui va dans la continuité, justement, Anne Beaumont de l'EPCI Bretagne Romantique demande quel est le délai moyen d'instruction des dossiers sur le front territoire, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 étapes. Il y a une première étape, c'est la priorisation des projets par le préfet et le président de région. Donc, il peut prendre un certain temps. Mais après, le délai moyen d'instruction par BPI, c'est environ 1 mois. D'accord, très bien. Mais je vous remercie pour les réponses à ces questions. On va devoir, j'ai vu qu'il y avait une dernière question, mais on va devoir passer à l'intervention de la Banque des Territoires afin de respecter les délais. Donc, merci Monsieur Basset de nous Merci avoir beaucoup. rejoints pour ce webinaire. Je sais que vous devez nous quitter un peu plus tôt en raison d'une réunion. Donc, encore merci d'être venu aujourd'hui et de nous avoir fait cette présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Madame Maë Laurent, je vous propose de prendre la suite de cette intervention et je vais projeter donc le visuel pour la Banque des Territoires. Merci de me donner l'occasion de présenter les dispositifs qui sont proposés par la Banque des Territoires. Indiquer que ces dispositifs, d'abord, font partie de mesures de relance qui ont été annoncées par la Caisse des dépôts en accompagnement du plan France Relance qui lui est porté, bien sûr, par l'État. La mobilisation de la Caisse des dépôts dans la relance est particulièrement forte puisque elle va consacrer 26 milliards de fonds propres à la relance au cours des prochaines années et 20 sont comptabilisés dans le cadre du plan France Relance. Alors, sur ces fonds propres, la Caisse des dépôts pourra financer de l'accompagnement en ingénierie et en conseil et également des investissements au capital de sociétés de projet. Donc là, on est sur des prises de participation. Mais il faut aussi savoir qu'au-delà de ces financements sur ces fonds propres, la Caisse des dépôts pourra aussi accorder des prêts. Donc cette fois-ci sur les ressources du fonds d'épargne, c'est-à-dire le fonds d'épargne, ce sont les dépôts sur les livrets réglementés, livret A, livret de développement durable, qui sont centralisés à la Caisse des dépôts pour qu'elle transforme cette épargne liquide en prêt long terme. Donc des fonds propres, ressources propres de la Caisse des dépôts, des prêts. Les axes d'intervention de la Caisse des dépôts, c'est évidemment les mêmes que ceux qui ont été fixés par l'État. On travaille en cohérence, bien sûr. C'est le développement économique, c'est la transition écologique et la cohésion sociale. Pour mener ces différents dispositifs, la Caisse des dépôts s'appuie sur plusieurs entités du groupe, mais particulièrement la Banque des Territoires et BPI France. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante pour que l'on voit les différents dispositifs portés par la Banque des Territoires. Donc, c'est plusieurs plans, notamment le plan climat, le plan industrie, le plan tourisme, commerce, très haut débit et un plan habitat. La slide suivante permettra de commencer à présenter le plan climat, donc sur la slide 7. Voilà. Donc le plan climat, il est porté en fait à parité par la Banque des Territoires et par BPI France.
Donc, chacune de ces deux entités apporte 20 milliards d'euros pour favoriser la transition écologique des entreprises. Alors ça, c'est plutôt le volet BPI France, et également pour favoriser la transition écologique des territoires. C'est un plan sur 5 ans, donc qui couvre les années 2020 à 2024. Slide 8. Les 20 milliards donc, qui sont apportés par la Banque des territoires ont 3 principaux objets qui sont d'accélérer la transition écologique des entreprises et des territoires, d'accompagner le développement des énergies renouvelables et de financer l'innovation. S'agissant du premier axe, qui est d'accélérer la transition écologique des entreprises et des territoires, en fait, ce qui est le gros de la contribution, plus de la moitié d'ailleurs de l'enveloppe est dédiée à la rénovation, principalement énergétique, des logements sociaux, c'est 10 milliards, et aussi des bâtiments publics, 2 milliards. Il y a aussi donc 3,2 milliards qui, eux, seront dédiés à la mobilité durable. Et enfin, en matière de décarbonation des industries, il faut savoir que le plan climat consacre 1,5 milliard, mais seulement, entre guillemets, bien sûr, 250 millions pour la Banque des territoires parce que le reste est bien sûr porté par BPI France. Sur le deuxième axe qui concerne les ENR, donc il s'agit de doubler en fait les interventions et les investissements en la matière pour donc développer des structures, des infrastructures de production d'énergie renouvelable. Et enfin, sur le troisième axe qui concerne le soutien à l'innovation, il s'agit de financer des projets innovants pour contribuer donc à la préservation de l'environnement et à la biodiversité. Et la Banque des territoires est particulièrement mobilisée, notamment sur des projets de réseaux d'eau et d'assainissement, de traitement de déchets, les réseaux de chaleur, ou aussi du portage foncier, par exemple, pour lutter contre l'artificialisation des sols. Je propose de passer en slide 9, voilà, qui présente quelques exemples de réalisation dans le cadre du plan climat. Donc, un exemple de financement en prêt pour la prévention d'inondations à Ajaccio. Aussi un investissement donc, en fonds propres dans une centrale biomasse en Occitanie. Et puis enfin, le financement en prêt pour 23 millions d'euros pour l'acquisition de bus électriques par la RATP. On peut passer à nos interventions dans le cadre du plan industrie, donc en slide 11. Voilà, donc là, c'est 1 milliard, plus d'1 milliard d'euros d'ailleurs, qui sont mobilisés à ce titre et pour relocaliser l'industrie et contribuer à l'aménagement de sites industriels. Ce sont évidemment des mesures qui prolongent le programme Territoire d'industrie dont la Banque des territoires est partenaire depuis 2018. Donc 800 millions d'euros en fonds propres qui vont permettre à la fois un accompagnement en ingénierie et surtout des investissements dans les sociétés de projet, notamment des sociétés de portage immobilier. Et puis 250 millions d'euros en prêts qui sont également disponibles pour financer des projets publics, par exemple des projets d'aménagement, de sites industriels, la création de sites clés en main. Slide 12. Voilà. Donc ce plan comprend 4 priorités. La première, c'est d'investir dans l'aménagement et l'immobilier industriel. Donc là aussi, c'est la grosse partie, 700 millions d'euros. Ça doit permettre la réhabilitation de friches industrielles, donc la constitution de sites clés en main, j'en ai parlé, mais également donc, le portage d'immobilier d'entreprise ou industriel. L'objectif, c'est aussi d'accompagner la transition énergétique et environnementale de l'industrie. Également d'accompagner la mutation de la formation vers les métiers industriels. Donc là, ça rejoint ce qu'a évoqué juste avant Guillaume Basset, notamment sur les écoles de production. Donc, je fais un zoom juste après pour vous indiquer quelle est la participation de la Banque des territoires en la matière.
Et puis enfin, accompagner les territoires dans leur stratégie industrielle et puis se doter d'outils qui vont permettre de cartographier les chaînes d'approvisionnement et les capacités du système productif français. Donc, ces offres s'adressent prioritairement aux territoires et à leur écosystème, c'est-à-dire aux collectivités territoriales, à leurs satellites, mais également aux industriels qui sont porteurs de projets. Donc, je vous propose quelques zooms sur cette offre pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, slide 13. On y est là. Donc, un zoom sur l'offre en conseil et en ingénierie. Donc là, il s'agit d'accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets et la mise en place opérationnelle. Donc, 3 types d'interventions. Ça peut être d'aider une collectivité à construire sa stratégie territoriale industrielle. Un exemple, on l'a fait avec le Grand Chalon, mais avec d'autres collectivités aussi, bien sûr. Ça peut être aussi de définir les modalités de développement d'un projet en fonction de leur niveau de maturité. Et puis enfin, c'est aussi étudier les conditions de la fiabilité de l'opération, tant d'un point de vue, sa faisabilité et sa fiabilité, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue financier. Et ces études sont financées à 50% par la Banque des Territoires. Sur la slide 14, je propose un prêt sur le prêt Gaïa, un zoom sur le prêt Gaïa, pardon, parce que c'est un nouveau prêt qui va permettre de financer des projets d'acquisition et d'aménagement foncier pour la réalisation de projets industriels. Donc, les projets éligibles sont à la fois des projets d'acquisition de parcelles de terrain, qu'elles soient destinées à être mises à bail, alors là on est sur du Gaïa long terme, ou alors à être revendues. Et on est sur du prêt à ce moment-là un peu plus court terme, puisque ça sera 15 ans maximum, alors que le Gaïa long terme peut aller jusqu'à 60 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et ce prêt peut aussi financer des travaux d'aménagement de parcelles. Ça peut concerner la dépollution, la démolition les travaux de démolition, de la viabilisation. Peuvent bénéficier de ce prêt à la fois les collectivités territoriales et leurs groupements, mais également des établissements publics fonciers et d'aménagement, ou encore des SEM ou des SPL. Je propose maintenant un zoom sur les écoles de production. Donc en slide suivante, en slide 15. Et l'idée est surtout de signaler qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours et qu'il est ouvert jusqu'au 15 octobre prochain. Donc l'action vise à déployer de nouveaux centres de formation, enfin de nouvelles écoles de production. Et les lauréats bénéficient d'un accompagnement sur mesure de la part de l'État. Donc Guillaume Bassy en a parlé tout à l'heure. Donc c'est une subvention. Et la Banque des Territoires peut aussi leur proposer, alors d'abord de l'aide en ingénierie pour réaliser les études amont, jusqu'à 50 000 euros, mais ensuite pour financer l'opération, un prêt subordonné qui est d'un montant de 100 000 à 300 000 euros. Et si le projet n'est pas éligible au prêt subordonné, la Banque des Territoires propose une subvention d'amorçage jusqu'à 100 000 euros. Voilà, en slide 7, je vous propose quelques exemples pour illustrer donc, les mesures prises dans le cadre du dispositif industrie. Donc, c'est par exemple le financement d'une usine de production de masques en Bretagne. La Banque des Territoires a investi à la fois dans les locaux, il s'agissait de réhabiliter des friches, mais également a participé au développement de la société qui est une SIC, donc une structure de l'ESS. On a déjà participé au financement et à la création de 9 écoles de production, à Cholet, au Havre. Et enfin, dernier exemple, qui est un exemple d'investissement de la Banque des Territoires pour permettre la construction d'une usine de transformation et de conservation de fruits en Guyane, puisque ça se situe à quelques kilomètres de Cayenne.
Ensuite, donc on peut passer directement à la slide 18, parce que très très rapidement, parce que je crois que j'ai quasiment épuisé le temps qui m'était imparti, juste vous citez les autres dispositifs donc, qui sont des dispositifs de soutien à l'économie qui peuvent vous intéresser. Donc le plan tourisme, avec 3,6 milliards d'euros, cette fois-ci encore porté à la fois par BPI France et par la Banque des Territoires. Donc, vous l'avez compris, hein, BPI France, c'est le financement des entreprises. La Banque des Territoires se concentre principalement sur justement les collectivités territoriales, les acteurs publics. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, ma dernière slide sera pour vous donner les éléments pour bien vous renseigner. Donc, la Banque des Territoires, slide 19 sur le tourisme, apporte 1,9 milliard d'euros. Donc, 1,4 milliard seront destinés à des investissements en fonds propres. Donc, c'est des prises de participation à des sociétés de projet, un projet, une société, et la Banque des Territoires co-investit. Et puis, il y a aussi 500 millions d'euros pour des financements en prêt et en ingénierie. Slide 20, c'est très vite quelques exemples, mais vous les retrouverez peut-être dans le PowerPoint qui sera distribué de toute façon. Autre dispositif important, c'est le plan commerce. Donc là, on est slide 21. 300 millions d'euros en fonds propres, 600 millions d'euros en prêt et 100 millions en ingénierie. Slide 22, c'est un des éléments très, très importants du plan commerce et qui va beaucoup mobiliser les équipes de la Banque des Territoires cette année. C'est l'objectif de créer 100 foncières. Puisque le plan prévoit la création de 100 foncières entre 2020 et 2025. L'objectif, c'est que ces foncières portent à terme jusqu'à 6 000 locaux d'activité ou de commerce de proximité. Donc, on a 6 millions de crédits d'ingénierie pour accompagner la création de ces foncières. Donc, il s'agit de conduire des études de marché, déterminer le modèle économique, la structuration juridique. On a 300 millions d'euros en fonds propres qui vont permettre à la Banque des Territoires de participer autour de table de ces foncières. Ça peut être des SEM, ce sera souvent d'ailleurs des SEM, des filiales de SEM. Et puis 500 millions d'euros ensuite qui seront disponibles en prêt pour contribuer au développement des dites foncières. Madame Maë-Laurent, je vois qu'on a une question. Afin de respecter le timing, peut-être qu'on peut passer aux questions, si cela vous convient. Je vous invite juste alors à passer à la dernière slide, parce que c'est un élément, les participants la retrouveront sur le PowerPoint. Oui, bien sûr, le PowerPoint sera transmis à l'ensemble des participants qui le souhaitent. Alors, c'est sûr, le plan de très haut débit? Non, sur la slide 26, allons-y directement. Voilà, c'est bon. Voilà, parce que vous l'avez compris, hein, l'offre et les dispositifs sont proposés par la Banque des Territoires sont nombreux, ils sont denses, ils sont parfois un peu complexes parce que ça se découpe en plusieurs éléments, l'ingénierie, l'investissement, l'apport en prêt. Donc, les éléments à savoir, c'est vraiment toutes ces informations sont sur le site de la Banque des Territoires, la plateforme, vous avez là le lien. Vous allez sur offres et services et ensuite les plans de relance. Et donc là, il y a toute l'information, il y a les fiches d'offres, la présentation. Et puis, autre élément, et je remercie Guillaume Basset de l'avoir indiqué tout à l'heure, vous avez en région des directions régionales qui sont à disposition des porteurs de projets et surtout, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Voilà, donc allons-y pour les questions. Merci pour cette présentation rapide. Alors, la question est de Philippe Devilliers qui est de Calais Promotion. Pour le dispositif Gaïa, le prêt à long terme jusqu'à 60 ans peut-il être remboursé par anticipation par les collectivités? Si oui, y a-t-il des frais et à quelle hauteur? Alors, je ne vais pas pouvoir aller aussi loin dans le détail parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce type de financement. C'est pas évident, je sais pas, il faut vraiment aller voir. Et là, vous avez la fiche justement sur le site.
Si on retourne sur la slide qui en parlait, normalement, j'ai indiqué le lien. Bon, généralement, la Banque des territoires, effectivement, applique des modalités, des pénalités sur ces prêts lorsqu'il y a des remboursements anticipés, comme tout établissement financier. Pour ce cas particulier, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez là le lien donc, sur chaque slide qui vous amène directement aux pages de la plateforme Banque des Territoires sur lesquelles vous pourrez avoir ces informations. Et puis surtout, les directions régionales, elles, pourront vous renseigner plus précisément. C'est un prêt nouveau et j'avoue que là, je ne suis pas allée jusqu'à ce niveau de détail. Enfin, de détail, qu'il n'en est pas un quand il faut rembourser par anticipation, c'est clair. Merci pour votre réponse. Le lien a été transmis dans le chat de notre webinaire et ainsi que le PowerPoint aussi a également été diffusé. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Maille-Laurent? Je vais attendre une minute si une personne souhaite poser une question supplémentaire. Bon, très bien. Bah, dans ce cas-là, merci de votre intervention qui complétait très bien celle de Guillaume Basset. On pourra toujours éventuellement revenir à d'autres questions si le temps le permet à la fin du webinaire. Je vous propose de passer à la partie représentant deux grands groupes qui sont également impliqués dans la relance. Et pour cela, Monsieur Verselloni, je vous laisse prendre la parole. Je crois que vous avez également un visuel. Voilà. Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de parler de décarbonation notamment de l'industrie et de ce que EDF propose. Alors attendez juste, je partage mon document. Est-ce que c'est parfait. Ça marche? C'est tout bon. Voilà. Très bien. Donc du coup, juste en petite introduction, évidemment, en fait, EDF est un acteur engagé en fait dans la décarbonation et nous proposons évidemment des offres de services et de fournitures pour accompagner l'ensemble de nos clients. Alors c'est assez large, hein, ça va des clients professionnels à la grande industrie. Et dans cette démarche de transition énergétique, en fait, qui est souhaitée par une grande majorité de nos clients et plus globalement, en fait, par aussi beaucoup de citoyens, en fait, on s'est donné aussi un objectif d'éviter en fait l'émission de CO2 à travers le déploiement d'un certain nombre de solutions. Et voilà, je vais vous présenter deux démarches qui sont liées à ce qu'on peut faire sur l'industrie et pour profiter aussi du contexte de ce plan de relance où on voit qu'on a à la fois un contexte réglementaire et puis des financements qui permettent de lancer des démarches de transition écologique. Donc, première démarche qui est plutôt qui s'adresse plutôt finalement à des ETI. Hein. C'est une démarche finalement relativement simple. Elle se constitue en fait par une intervention d'un expert EDF qui traverse en fait une usine et qui va regarder sur 6 grands thèmes ce qui pourrait être intéressant de proposer pour évaluer en fait les possibilités d'économiser en fait de diminuer plutôt des émissions CO2. Donc le premier point qui va être regardé, c'est tout ce qui va être autoconsommation que l'on peut établir sur la base de PV. Donc ça, c'est un premier point. Tout ce qui peut être regardé au niveau des véhicules électriques, tout ce qui peut être regardé au niveau des principales utilités, que ce soit de l'air comprimé, du froid, de la récupération de chaleur. Tout ce qui peut être regardé aussi pour généraliser des éclairages LED. Également préconiser en fait que doit-on suivre pour faire de la performance énergétique, parce que finalement faire de la décarbonation, c'est aussi d'abord premièrement faire de la performance énergétique. Et donc, il faut le suivre en termes d'indicateurs. Donc, on peut préconiser ça aussi. Et puis, donner à la fois sur cet ensemble de solutions plus techniques, finalement, le panorama des solutions. C'est-à-dire, si on revient, pour faire le lien avec ce qui vient d'être présenté, ben, dans quel dispositif il faut aller regarder
pour que finalement, cette mise en œuvre, on sache faire le lien assez facilement et puis on sache voir dans quel guichet finalement, quel est l'optimum et où est-ce qu'on peut regarder. Donc, je donne un exemple. Hein, par exemple, si on prend les véhicules électriques, il peut y avoir à la fois des subventions qui peuvent être établies dans les bonus écologiques autour du véhicule électrique, mais aussi on peut très bien préconiser dans ce qu'on va faire des programmes C2E, donc notamment par exemple sur le véhicule électrique, il y a un programme qui s'appelle le programme Advenir, qui peut donner des aides. Alors, ça concerne en fait, il y a des cas particuliers. Donc, par exemple, sur Advenir, là où il y a le plus d'aides, c'est si à un moment donné, il y a un parking qui est accessible au public. Et donc là, on peut avoir aussi des aides vraiment très significatives qui peuvent avoir plus de 40% en fait des installations. De la même manière sur les utilités, donc que ce soit les utilités type air comprimé froid ou l'éclairage, là aussi on peut combiner à la fois des aides qui sont des aides de guichet du plan de relance, mais aussi des aides de C2E. Donc C2E, ce sont les certificats d'économie d'énergie, dans laquelle en fait on peut entre guillemets appuyer le financement de ces préconisations techniques. Donc cette petite démarche là qui donne ce panorama, un peu cette vision 360 de tout ce qu'il y a à faire pour décarboner, permet en fait de faire la liste de ces solutions. Donc c'est focus sur certains nombres de sujets, mais qui sont quand même des sujets phares de décarbonation, et on évalue aussi l'estimation de la baisse de CO2 voilà, qui peut avoir lieu. Donc je peux donner des exemples rapides. Hein, sur l'air comprimé, par exemple, classiquement, on préconise de faire une campagne de recherche de fuite d'air, de diminuer la pression de service. Donc, sur l'éclairage, c'est le LED, la LED, mais aussi sur le chauffage des ateliers, on peut très bien mieux piloter peut-être les installations. On peut avoir des gains qui peuvent tangenter des 20%, donc ça peut être assez intéressant. On peut avoir aussi préconisé de mettre des compteurs, hein, parce que donc ça c'est tout est sous l'angle indicateur de performance énergétique. Mais mettre des compteurs, ne serait-ce que compter, ça permet aussi de se rendre compte et donc parfois de faire des gains de 2 à 4% sur l'énergie. Voilà, donc voilà, cet ensemble-là, donc c'est rendu sous forme de petites fiches qui permettent de catégoriser les actions. Alors, ce n'est pas une étude technique, hein, c'est relativement simple, mais ça permet de voir ce qu'il y a à faire et de mettre en face des métriques et de mettre en face des dispositifs qui ont été présentés précédemment, mais en plus de ça, d'autres dispositifs tels que les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est une première démarche relativement rapide. Deuxième démarche, là, cette fois, qui est une démarche un peu plus profonde, qui est en fait une démarche plutôt de conseil bas carbone et qui va être vue sous deux angles. Le premier, c'est plutôt élaborer en fait une stratégie de décarbonation. Donc là, vraiment, on s'attaque au sujet plus en profondeur en disant, mais voilà, sur un site industriel, quelle est finalement la possibilité de décarboner? Est-ce que ça a du sens de dire, voilà, je vais être zéro carbone ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, on commence à toucher des objets qui sont un peu plus complexes, donc ça prend un peu plus de temps. La première partie, c'est d'abord d'établir ces stratégies de décarbonation. Donc on travaille un peu par co-création, donc avec nos clients, pour définir une situation de référence. Et puis, on va balayer, alors un peu de la même manière que le point précédent, mais qui était assez rapide. Là, par contre, on va le balayer de manière extrêmement exhaustive, l'ensemble des leviers d'action. On va tenir compte évidemment des contraintes de réalisation. Et l'idée, c'est d'avoir une feuille de route en fait, que l'on va pouvoir essayer de mettre en œuvre. En général, il n'y a pas une seule feuille de route, il y a plusieurs possibilités, et notamment on l'intègre aussi au sein d'un territoire, parce que souvent un site industriel est au sein d'un territoire, donc on regarde aussi des flux d'énergie qui pourraient potentiellement, dans le cadre d'une optimisation, d'une économie circulaire, être activés. Ça peut être un réseau de chaleur qui passe à côté, ça peut être aussi une friche industrielle où on va
pouvoir mettre peut-être des panneaux solaires et puis se redistribuer derrière. Voilà, il peut y avoir tout un tas de scénarios. Donc en général, on en étudie 2-3 voilà, de scénarios. Et puis, on va ensuite les modéliser pour se donner une véritable feuille de route, alors là qui est sur plusieurs années, hein, l'idée c'est de dépasser l'horizon court terme, on va dire des classiques des 3 ans, donc ça peut être sur plusieurs années, et du coup de recommander les meilleures solutions. Et ensuite là aussi on fait le lien avec les solutions de financement qui peuvent être possibles, telles qu'elles ont été présentées juste avant, et exactement de la même manière. Donc juste pareil, quelques exemples qui ont pu être faits. Bon, je passe à mes chargements courts, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je voulais dire oralement. Donc, quelques exemples qui ont été faits. Donc, par exemple, on a travaillé sur l'industrie automobile pour justement décarboner des usines de l'industrie automobile et arriver à un taux d'émissions de CO2 par véhicule qui était beaucoup plus bas. Et alors, un exemple qui a été fait, c'est par exemple de mettre à un moment donné des pompes à chaleur. Faut savoir que EDF, évidemment, porte à travers la promotion de l'électricité, puisque c'est une des solutions de la réussite en fait, de la transition, hein, de justement électrifier les process. Donc, on a au sein d'EDF, et c'est ce qu'on met à disposition de nos clients, ce savoir-faire sur les pompes à chaleur, par exemple. On a notamment développé des pompes à chaleur industrielles voilà, de forte capacité, où on a déposer des brevets, etc. Donc nous, on n'est pas constructeur, hein, on préconise en fait ces solutions parce qu'on sait qu'elles sont pertinentes. L'idée, c'est de s'affranchir des chaudières à gaz, notamment, ou fuel, hein, voilà, et d'augmenter en fait la performance énergétique, bien évidemment. Donc on a tout ce savoir-faire de pompe à chaleur, par exemple, qu'on met à disposition pour élaborer en fait ces stratégies de décarbonation. Et ça, typiquement, c'est finançable à travers, par exemple, les appels à projets d'efficacité énergétique, tels que les guichets ADEME, etc. Même chose, on a fait un autre exemple là sur l'industrie chimique. Alors là, c'était un peu plus ambitieux et c'est sur une plaque. Donc là, c'est un groupement d'industriels qui essayent de voir comment décarboner cette plaque. Et donc, c'est toute une analyse. Alors, le schéma, c'est tout petit, mais en fait, il y a un schéma directeur qui est positionné. C'est un graphique que vous voyez complètement à droite, là, avec des courbes qui baissent. En fait, ce sont les différentes couches qu'on propose pour arriver en fait à décarboner de manière significative. Vous voyez la courbe bleue à tout petit, mais qui est quand même assez pentue. Bon, c'est ce qui reste, hein, on n'arrive pas à zéro, de toute façon il ne faut pas se leurrer, c'est complètement illusoire d'avoir zéro carbone sur un site industriel, mais par contre de le baisser significativement, oui, c'est tout à fait possible, et c'est sur quoi on essaye de travailler, et d'où l'objet de ces démarches. Voilà. Alors, également, dans les sites industriels, il n'y a pas que il n'y a pas que la partie process, la partie procédé, il y a aussi des bâtiments. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec d'autres possibilités, d'autres démarches que l'on a, y compris sur des bâtiments tertiaires, et ça peut intéresser aussi des collectivités. Il y a on va dire, on exergue trois types de solutions qui peuvent être intéressantes. La première, c'est simplement un truc simple, mais qui est important, qui est connu, mais ça ne mange pas de pain de le redire, c'est vraiment de mesurer. Donc, on a un service qui permet de faire ça, hein, de vraiment réaliser l'électrocardiogramme de la consommation, ça c'est important. Mais après, bien sûr, il faut mettre en œuvre, et donc là, il y a quand même la notion de plan d'action. Donc ça rejoint un petit peu les plans d'action de décarbonation que j'ai présentés juste avant sur la partie industrielle. Et donc là, notamment, vous avez tous entendu parler du décret tertiaire. Donc on a un service aussi d'accompagnement qui est dédié là-dessus, et qui permet justement de suivre ces actions d'économie d'énergie. Donc ça, c'est digitalisé évidemment. Et puis aussi un autre système là, que l'on a, et qui rentre tout à fait dans les dispositifs de France Relance, et notamment dans le dispositif Tremplin, qui est un pilotage intelligent du bâtiment. Ça marche y compris dans l'industrie pour un petit bâtiment dans lequel en fait on veut essayer de mieux piloter. Donc on a un système voilà, tout clé en main, tout compris, qui est pas très cher, et qui est accessible d'ailleurs aux aides, et qui via une interface web permet de commander à distance en fait les températures de chauffage, la climatisation,
l'eau chaude sanitaire, voilà, tout ce qui va bien pour que ça soit facile d'utilisation et performant. Monsieur Voilà. Vercelloni, on a plusieurs questions déjà. Je Ah, vous propose de prendre les questions oui. des participants afin de respecter le temps. Alors, la première question nous vient de Chloé Hidalgo de la métropole de Lille, si je connais bien l'acronyme. La question porte sur Opti Impact. Quelle taille d'entreprise minimum et quel prix pour une TPE? Par exemple, 900 euros. Et ensuite, la deuxième question, quel suivi ou accompagnement, quel est votre suivi ou accompagnement pour la mise en place des préconisations? Alors, on l'a plutôt pensé pour une ETI, en fait, plutôt que pour une PME. Voilà, parce que il y a plus d'utilité, enfin, les utilités sont plus importantes, le système de récupération est plus important, donc c'était plutôt pour une ETI, c'est de l'ordre de 1 000 euros pour cet accompagnement, en fait, pour avoir une vision exhaustive de ce qu'il y a à faire. Et ensuite, la suite à donner, c'est une proposition, si voilà, ça intéresse l'entreprise de le faire, de mise en œuvre. Et donc, chaque préconisation, nous avons au sein du groupe EDF, donc ça, c'est réalisé par EDF, on va dire maison mère d'EDF, et donc ce sont des experts d'EDF, en fait. Mais par contre, derrière, nous avons tout l'écosystème du groupe et nous avons des filiales de spécialité. Donc, si après, il faut mettre en œuvre, par exemple, de la mobilité électrique, nous avons une filiale dédiée. S'il faut mettre en œuvre du froid, nous avons une filiale dédiée, etc. etc. Voilà. Donc derrière, il y a possibilité d'un suivi, et c'est plus qu'un suivi, en fait, hein, c'est une mise en opération, on va dire. Je vous remercie pour votre réponse. Une deuxième question de Julien Bazog d'Ardennes Développement. Dans le cadre de votre conseil bas carbone, accompagnez-vous aussi l'entreprise dans la rédaction du dossier en réponse à un AAP? Un appel à projet. Alors Appel à projet, oui, voilà. oui, on peut le faire. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. On peut aller jusque là, à l'aide au dépôt. Donc, on l'a fait plusieurs fois. D'ailleurs, on a eu, il y a eu, enfin, le groupe EDF a accompagné dans les premiers appels à projet. On a accompagné pas mal de dossiers dont nous avons été, enfin, dont nos clients ont été lauréats. Donc oui, on peut le faire, et y compris le volet C2E qui fait partie parfois des dossiers. Merci pour cette réponse. Alors, je vois également qu'il y a eu des questions par rapport aux présentations. Effectivement, visiblement, les présentations n'ont pas été transmises via le chat. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un mail à l'adresse cner@cner-france.com et on vous fera parvenir dans les prochains jours les interventions des différents orateurs. Je vous propose, toujours dans la continuité de la décarbonation, de passer à l'intervention de M. Hervé Mignon pour RTE. Alors, je vais partager. En attendant les slides, bonjour à tous et merci de nous accueillir dans ce webinaire et puis de donner l'opportunité de rappeler quelques principes sur l'activité de RTE et montrer en quoi, en lien avec les territoires, en lien notamment avec les agences de développement économique, nous contribuons concrètement à la relance, à France Relance et aux enjeux qui peuvent y être liés. Alors RTE, pour mémoire, c'est le réseau de transport électricité. Nous sommes le gestionnaire des grandes lignes de 60 kV à 400 kV d'électricité. Notre rôle, c'est d'assurer une mission de service public. Nous avons la volonté de garantir l'accès à une électricité sûre et peu coûteuse à tout moment et à tous, partout sur le territoire métropolitain continental, et ce, dans les mêmes conditions, avec la même qualité de service. Et nous sommes, pour assurer sur cette mission, en dialogue constant avec à la fois les producteurs et les consommateurs qui peuvent être des grands consommateurs industriels ou les distributeurs qui acheminent l'électricité jusqu'aux clients domestiques. J'ai souhaité ne présenter qu'un seul slide pour gagner du temps, bien sûr, mais surtout montrer l'emprise et surtout la répartition territoriale de notre réseau, notre infrastructure, qui est constituée de 100 000 km de lignes aériennes, plus de 2700 postes implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain et qui, pour illustrer le maillage et notre emprise territoriale, conduit à ce que nos pylônes soient présents sur le périmètre d'une commune sur deux en France. Donc, nous sommes vraiment dans un maillage territorial au plus près des collectivités
Et dans nos missions, bien évidemment, nous sommes un opérateur industriel qui maintient, adapte, gère son réseau afin d'être au rendez-vous de la transition énergétique. Et sur les aspects de relance économique, nous nous inscrivons pleinement dans les axes constitués par la transition énergétique, les évolutions mises en œuvre dans le cadre des feuilles de route retenues au niveau national, qui sont la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050, et puis à l'horizon plus proche de 10-15 ans, ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui spécifie ce que vont être l'évolution des modes de production, des modes de consommation. Et puis sur les volets propres à RTE, nous sommes plus présents concrètement sur la partie industrielle, sur la partie des conséquences que peuvent avoir nos investissements sur le territoire national vis-à-vis du secteur industriel dans les régions, sur l'apport que nous faisons aux axes de décarbonisation auxquels je ne reviendrai pas, mais qui ont été présentés auparavant, notamment vis-à-vis des grands industriels. Alors, peut-être un rappel de contexte, puisque le réseau électrique fait partie des éléments d'environnement sur lesquels on a le sentiment que les choses fonctionnent finalement sans trop de difficultés. Il faut être conscient que dans le cadre à la fois du plan de relance, mais aussi à la fois dans la feuille de route transition énergétique, nous sommes en train de vivre une transformation de très grande ampleur et que souvent l'attention médiatique est portée sur les aspects soit de consommation, soit de production, mais qu'entre les deux, et c'est une particularité du secteur électrique, on est constamment dans une industrie dite de réseau avec une exigence d'équilibre instantané qui n'existe dans aucune autre industrie, d'ailleurs, entre production et consommation d'électricité. Il faut toujours l'équilibrer. Et ça a un impact très fort, c'est que pour que la transition énergétique réussisse, une des conditions essentielles, et c'est un défi que nous relevons, c'est la transformation et l'évolution des réseaux sur les territoires pour pouvoir être au rendez-vous de ces évolutions. Et ça nous conduit à avoir des phases de croissance importantes en termes d'investissement qui sont illustrées sur ce schéma qui présente les principales évolutions envisagées à l'horizon 10 ans. On appelle ça le schéma décennal de développement du réseau. C'est un document qui, pour nous, est notre feuille de route industrielle et qui met en évidence que les enjeux de demain, l'arrivée de nouvelles énergies renouvelables, principalement électriques, photovoltaïque, éolien terrestre, éolien offshore, l'arrivée de nouveaux usages, la décarbonation de l'industrie, la présence de plus en plus forte de nouveaux usages dans les bâtiments, dans la mobilité, dans la production d'hydrogène, tout cela renvoie à une situation où on va peu ou prou passer de consommation nationale d'électricité qui est aujourd'hui de l'ordre de 450-470 TWh par an à des horizons de 630 TWh par an dans les prochaines décennies. Et donc, c'est un défi fort avec des axes nouveaux industriels, le besoin de renouveler le réseau déjà existant, d'être en situation de mettre à niveau, d'améliorer constamment la qualité de nos infrastructures, nos postes, nos câbles, nos pylônes, nos lignes. Il faut aussi adapter le réseau par rapport au nouveau mix qui est en train d'arriver. C'est les différentes flèches que vous voyez sur cette carte qui montrent que tous les flux d'électricité sur le territoire vont être en forte augmentation. Et donc, qui dit augmentation des flux, dit aussi augmentation de la capacité de nos lignes actuelles et la construction de nouvelles pour pouvoir gérer de manière sûre ces flux qui vont être plus variables et plus puissants, notamment avec l'arrivée des énergies renouvelables. Et puis derrière, tout un besoin aussi d'accompagnement technologique, d'ossature numérique, besoin de contrôle commande, besoin de renforcer les solidarités entre les régions pour pouvoir assurer le même niveau de qualité et de sécurité d'approvisionnement, besoin aussi d'augmenter les capacités dites d'interconnexion, les échanges qui se font avec les pays voisins. D'ici 15 ans, nous prévoyons de doubler la capacité d'interconnexion et permettre ainsi de tirer parti des différents modes de consommation et de production en Europe pour arriver à un mix équilibré et soutenable d'un point de vue financier. Et puis, je ne sais pas si la carte est assez visible pour tous, mais tous ceux qui sont proches du littoral le savent, il y a beaucoup de projets en cours actuellement de raccordement sur l'éolien offshore et au-delà des plateformes qui vont être installées en mer, éolien flottant, éolien posé, il y a tout un raccordement technique à assurer pour pouvoir faire transiter ces différents volumes de production nouveaux qui arrivent. Tout ça pris en compte, tous ces éléments industriels pris en compte, on arrive aujourd'hui à un rythme tendanciel où les investissements industriels que RTE fait sur le territoire, qui sont cette année
de l'ordre de 1,3 milliard d'euros. C'est le rythme annuel que l'on connaît depuis quelques temps. Ce rythme va croître dans les prochaines années. Et donc, c'est un défi industriel pour nous parce que, à l'instar de tout secteur industriel, il y a des effets de levier. Nous faisons appel à beaucoup de sous-traitants, nous avons beaucoup de fournisseurs présents dans les régions. Et pour illustrer un peu ces effets de levier, les économistes keynésiens aiment bien mettre en évidence ce qu'ils appellent des coefficients multiplicateurs. Dit autrement, pour un emploi mis en œuvre, créé par RTE, c'est 7 emplois supplémentaires sur le territoire national qui sont soutenus. 1 euro de valeur ajoutée créée par RTE, c'est 1 euro de valeur ajoutée supplémentaire sur le PIB. Donc, on a des effets multiplicateurs qui sont plutôt sur le haut, la fourchette de ce qu'on constate dans les différents secteurs industriels. Et il faut être conscient que notre activité, nos usages, nos infrastructures se fondent sur des cœurs de métier qui sont encore historiquement bien implantés dans les territoires. C'est tout ce qui concerne la fabrication de câbles, tout ce qui concerne les pylônes, la métallurgie. C'est des métiers très techniques, proches d'activités qui sont bien implantées nationalement et sur lesquelles nous sommes un des principaux donneurs d'ordre. Et donc, cet effet levier va entraîner de plus en plus une appétence et un besoin aussi pour nous de bien veiller à ce que les retombées économiques de nos ouvrages, l'empreinte économique que nous pourrons développer, soient partagées au plus près des axes, au plus près des territoires que nous traversons dans le cadre de nos projets. Alors, c'est vrai pour tout ce qui est le vecteur industriel. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est tout ce qui est machine-outils, tout ce qui est fabrication de postes, de technologies d'électrotechnique. Mais c'est vrai aussi pour des secteurs comme le BTP. Beaucoup de nos ouvrages nécessitent des travaux de voirie, des ouvrages souterrains, des ouvrages aériens. Et c'est vrai aussi pour des secteurs comme l'informatique, les besoins dont nous avons, qui sont croissants pour le numérique, la capacité pour nous à disposer de modalités de contrôle-commande, d'acheminement d'informations pour gérer efficacement notre réseau, vont faire que demain, plus que jamais, nous allons être un des leviers économiques de la relance via nos achats, via nos dépenses, via la relation forte qui existe au niveau des territoires avec nos sous-traitants. Et cet axe-là peut être aussi mis à disposition dans toutes les volontés de transition, dirons-nous, sur le secteur industriel qui font jour, que ce soit sur les territoires d'industrie, que ce soit sur les nouveaux axes qui font l'objet de plans et de financement pour aller plus vers une logique de transition énergétique demain. Nous en sommes partie prenante par cet effet de levier, parce que nous y sommes d'une part directement impliqués, et puis parce que notre activité, nos investissements sur le terrain deviennent un vecteur aussi de croissance des besoins industriels, et nous y participons pleinement. Notre implantation régionale, elle est très proche des implantations classiques que l'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on a 150 établissements répartis sur l'ensemble du territoire national. On a des délégations régionales qui peuvent être pour vous qui sont pour vous des interlocuteurs au quotidien pour préciser quels sont nos besoins, les échanges que l'on peut faire dans l'allotissement de nos différents ouvrages. Et nous structurons de plus en plus au niveau régional pour être en capacité de développer de nouveaux liens contractuels, de développer de nouvelles mises en relation entre nos grands donneurs d'ordre nationaux et les sous-traitants régionaux, enfin, les différents acteurs qui peuvent être présents et y répondre, car nous sommes bien conscients que dans les enjeux de demain, l'acceptabilité de nos ouvrages, qu'ils soient en renouvellement ou qu'ils soient en développement, vont être un des axes forts sur lequel une attention particulière de la part des territoires sur le retour sur investissement économique doit être aujourd'hui un outil de dialogue, plus que jamais un outil d'acceptation à nos yeux sur ces sujets. Et donc, sachez-le, au-delà de ces quelques slides, il y a toute une série de documents, de présentations. Je me ferai un plaisir de vous faire relayer pour que vous puissiez les partager. Mais ces enjeux-là sont des enjeux techniques forts. Ils ont la particularité d'être sur des secteurs industriels sur lesquels la France a encore quelques leaders économiques présents sur le territoire et sur lesquels nous considérons plus que jamais qu'il y a une logique de stratégie industrielle à développer en lien avec, bien sûr,
les plans mis en œuvre dans le cadre de France Relance, en lien avec les logiques de comité stratégie de filière, en lien avec territoire d'industrie, et auxquels nous pouvons contribuer pleinement de par l'effet levier que constituent nos investissements industriels. C'est une action que RTE développe aussi avec les pouvoirs publics et qui nous a conduit à nous rapprocher des différents syndicats professionnels concernés et sur lequel nous sommes en dialogue constant avec les différentes filières électroniques, avec leurs représentants nationaux et aussi leurs représentants locaux. Et bien évidemment, dans toutes les réflexions, les axes sur lesquels vous pouvez intervenir, nous pouvons être un contributeur de par notre activité industrielle, de par les marchés que nous mettons en œuvre, et nous pouvons être un facilitateur aussi pour essayer de trouver la montée en charge, ou faciliter la montée en charge d'un certain nombre de secteurs industriels, car nous sommes bien sûr attachés à ce que le tissu industriel existant puisse traverser cette crise économique et pleinement profiter des volets mis en œuvre actuellement sur lesquels tant l'Agence de cohésion des territoires que la Banque des territoires ont déjà largement précisé quels étaient les fonds disponibles, mais nous pouvons en être un facilitateur de par la commande concrète que nous réalisons sur des aspects industriels vis-à-vis de nos fournisseurs. Voilà en quelques mots le message principal que je souhaitais délivrer à cette occasion. Bien évidemment, on vous transmettra des documents plus complets que cette vision nationale de notre infrastructure, cette évolution, qui illustreront peut-être plus précisément ce que nous pouvons faire en lien avec vous sur le niveau régional sur ces sujets. Merci, Monsieur Mignon, pour cette présentation. Je vais attendre 1 minute si une question arrive. Bon, pour l'instant, pas de questions. Je vous propose, Nathalie, de commencer à projeter. Bon, bah voilà, parfait. Voilà, bonjour On va à pouvoir toutes, passer bonjour à à votre présentation. tous. Voilà, donc pour cette dernière intervention, en fait, moi, je viens vous parler de bioproduction et notamment de développement des compétences dans le secteur de la bioproduction en France. Alors, pour donner quelques éléments de contexte, quand on parle effectivement bioproduction, ça désigne en fait la production de molécules biologiques à partir de systèmes et d'organismes vivants. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de fabrication et de production de protéines, d'hormones, de membranes ou d'anticorps. Et cette bioproduction, en fait, aujourd'hui, permet d'adresser dans le secteur de la santé des maladies difficilement curables aujourd'hui, et en tout cas pas forcément par des molécules chimiques. Et donc, ça va s'adresser à des pathologies dégénératives, à certains types de cancers et également ce qui est la vaccination en termes effectivement ou de thérapie génique et thérapie cellulaire. Donc, vous l'avez compris, en fait, la bioproduction fait appel, quand on parle au niveau industriel, des compétences très larges. Et cette partie, en fait, de compétences que vous retrouvez dans quelques descriptions de processus sur cette page, c'est en fait un double enjeu d'un point de vue du système de santé pour la France, à la fois parce qu'en fait, il faut assurer leur développement et l'industrialisation de leur production en France, et ça notamment en garantissant la qualité, la quantité, la rapidité également de production et des coûts abordables. Et d'un autre côté, l'autre défi, c'est que, en fait, chercher à participer à la construction de l'indépendance sanitaire de la France sur la scène mondiale. Un sujet d'autant plus déterminant aujourd'hui en ces temps de pandémie, où il est essentiel d'avoir des capacités de production en France et en Europe. Alors, quand on parle effectivement bioproduction, pour redonner quelques éléments de contexte, en fait, quand on considère le caractère stratégique et l'enjeu compétitif de cette production de ces futures thérapies en France, le comité stratégique de filière des industries et technologies de santé, donc le CSF-ITS, a dès février 2019 en fait élaboré et posé un cadre pour une collaboration élargie entre les acteurs publics et privés, et ça sous la forme d'un contrat stratégique de filière avec une ambition commune globale
de 500 millions d'euros pour poser les pierres et les premières briques d'une filière fédérée. Alors, il y avait 3 objectifs à ce contrat stratégique de filière. Le premier qui est en fait de développer des innovations de rupture, parce que vous avez compris que ce sont des champs industriels et à la fois R&D mais en production très nouveaux. Donc, il faut gagner en productivité par des facteurs au minimum de 100 et sur certaines, par exemple la thérapie génique, c'est presque 1000 également de gains de productivité qui sont visés. Le deuxième point, c'est qu'il faut produire, en fait, l'objectif est de produire sur le territoire et donc de créer des emplois. Et le troisième, c'est de repositionner la France comme un acteur mondial, en fait, dans le secteur de la bioproduction en santé d'ici à 2030. Alors, peut-être quelques chiffres. Les biomédicaments, donc ce qui est issu de la bioproduction, les biomédicaments, on considère que sur les 100 médicaments les plus prescrits, voilà, les plus prescrits d'ici à 2025, la moitié seront des biomédicaments. Donc, on voit qu'il y a une part prenante et en augmentation très, très forte de ces biomédicaments dans la pharmacopée actuelle et en tout cas en projection d'ici quelques années. Et d'autre part, la France aujourd'hui dépend à 95% d'importation sur ces biomédicaments. C'est-à-dire qu'on est uniquement capable de produire aujourd'hui en France 5% de ces biomédicaments. Donc, je pense qu'on comprend effectivement l'enjeu pour la filière de la bioproduction en France. Et le point, pour faire le lien avec l'objet de développement de compétences, c'est que dans ce contrat stratégique de filière, vous voyez en bas à droite une action transverse qui est le développement des compétences, qui a été identifié comme un des besoins clés pour venir en appui en fait au développement de la filière de bioproduction. Alors, quand on prend ce contrat de filière, en fait, de nombreux projets collaboratifs ont vu le jour, ont été mis en place, et en particulier donc une initiative innovante dans le domaine du développement des compétences et de la formation dans la bioproduction. Ce domaine, ce projet collaboratif autour de développement des compétences pour venir en appui à la filière de la bioproduction fait en fait l'objet de ce campus biotech digital, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail juste après pour à la fois que vous compreniez le concept et également la cible. Et je pensais que c'était important de pouvoir effectivement le connecter avec l'environnement et notamment le plan de relance. Alors, ce campus biotech digital, en fait, il prend appui sur un écosystème très, 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 très large, avec une association et une création, en fait, autour d'abord d'un consortium d'industriels de premier ordre dans le monde de la bioproduction, qui est Biomérieux, Novacep, Sanofi et Servier, et également avec un écosystème qui reprend appui alors à la fois sur des écoles et des organismes de formation, donc notamment la plupart des écoles de biotechnologie en France, dont vous voyez la liste, sont associées à ce projet, font partie du comité pédagogique pour réfléchir à l'approche de formation et de développement des compétences. Mais ce consortium s'appuie également et regroupe des partenaires numériques, des partenaires équipementiers, des ETI et bien sûr avec le soutien financier. Ce partenariat, en fait, il s'agit d'un partenariat public-privé avec plus de 11 millions qui ont été dans le cadre du dispositif de l'ingénierie de formation professionnelle initiale et continue et d'offres d'accompagnement innovantes opérées par la Caisse des dépôts. Le projet en fait de campus biotech digital s'appuie également sur des relais territoriaux, alors à la fois l'Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val-de-Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, notamment par rapport aux écoles de biotechnologie avec lesquelles que nous avons associées au projet. Il y a également un centre de conception et d'expertise sur le site de Vitry-sur-Seine en Île-de-France.
Alors, concrètement, quand on parle campus biotech digitale et cette offre de formation, en quoi ça consiste? En fait, c'est une offre intégrale de formation sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la bioproduction. Vous avez compris qu'il y a des métiers et des compétences assez spécifiques. Et donc, on va s'adresser à travers un certain nombre de parcours, de curriculums de formation professionnelle à l'ensemble en fait, des opérateurs pour les monter en capacité sur l'ensemble des différentes expertises que l'on a besoin au niveau des usines de bioproduction. Alors, il a une caractéristique particulière qui est que c'est une offre 100% digitale, même si certains modules pourraient être délivrés sur les sites de bioproduction, notamment dans les phases finales des modules de formation. Et donc, c'est une offre à la fois personnalisée qui va être suivie par les apprenants, et on les détaillera un petit peu après, mais ces cours de formation vont être en distanciel, dans un environnement immersif avec des outils pédagogiques innovants qui vont faire appel, un peu comme les simulateurs de vol de l'aéronautique, de faire appel à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des serious games, également des jumeaux numériques. Et l'objectif est d'avoir une approche cognitive soutenue par l'intelligence artificielle afin de pouvoir aider l'ancrage mémoriel. Donc l'objectif, c'est de pouvoir simuler notamment des environnements de production, de bioproduction, dont les accès, étant donné les côtés salle blanche, ne sont pas forcément faciles à pouvoir accéder pour des nouveaux apprenants, et de pouvoir en fait correspondre à l'environnement réel et pouvoir être dans un environnement complètement immersif. Alors, cette offre qui est à la fois personnalisée et inédite, puisque cette proposition de valeur du campus biotech digital est quelque chose aujourd'hui qui est unique en Europe et dans le monde, vise à proposer 13 parcours que l'on mettra à disposition dans les 3 prochaines années, avec un objectif de 5 parcours prioritaires d'ici la fin de l'année. Donc, on est dans une phase de lancement prévue de façon progressive à la rentrée septembre-octobre. L'objectif également, c'est de pouvoir être au plus près des besoins des industriels, de la bioproduction, de pouvoir à la fois dans une industrie qui évolue très très vite, être en parfaite adéquation avec les besoins des industriels pour pouvoir développer les compétences au poste et dans les zones spécifiques dont la bioproduction, effectivement, sur lesquelles elle s'appuie la bioproduction. Alors, les apprenants pour le campus biotech digital et pour cette formation professionnelle, en fait, il est de trois grandes catégories d'apprenants. Le premier, c'est effectivement les jeunes diplômés en formation initiale, donc des primo-accédants sur le marché du travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on a des partenariats avec la plupart des écoles de biotechnologie de France, associés très étroitement avec nous à la réalisation du parcours pédagogique. Et ça leur permettra de proposer des modules digitaux dans des environnements immersifs pour venir compléter leur parcours propre de formation, en sachant que l'objectif vraiment du campus est de proposer, je dirais, d'éviter la redondance. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être en parfaite complémentarité, à la fois avec des écoles ou avec des structures qui peuvent aujourd'hui exister et de ne pas refaire des choses déjà faites, mais vraiment d'apporter une approche pédagogique complètement innovante. Alors, cette formation initiale rentre également dans l'initiative Un jeune, une solution, mais la deuxième partie, je dirais, de la cible est clairement la reconversion. Et là, effectivement, dans le cadre de France Relance, on voit qu'il y a des profils qui peuvent, des personnes, des salariés qui peuvent venir de secteurs plus malmenés par le contexte actuel, et en particulier l'aéronautique ou l'agroalimentaire, où en fait il y aurait des compétences et des profils très intéressants pour la bioproduction, notamment
la connaissance des salles blanches, des process de qualité extrême. Et donc, ces profils-là pourraient être clairement, je dirais, intéressés et intéressants à venir rejoindre le secteur de la bioproduction qui a une pénurie de talents actuels et pour lesquels on pourrait effectivement pousser cette reconversion. On est d'ailleurs en collaboration et on a un certain nombre d'initiatives avec des organismes professionnels tels que le LEM pour pouvoir identifier au mieux ces profils et les bassins d'emploi dans lesquels ces initiatives pourront être portées. Et le troisième axe est la formation continue. Donc, formation continue à la fois par rapport aux besoins des industriels du secteur aujourd'hui, bien entendu pour continuer à développer les compétences de leurs collaborateurs en bioproduction, mais également quand on parle la pharmacie, les industries pharmaceutiques, vous aviez effectivement le côté chimique, qui est le côté plus classique, et où il peut y avoir des besoins de rediriger des compétences et des talents de la partie chimie vers la partie bioproduction. Donc là, on voit bien le côté effectivement additionnel, indépendamment de développer des nouvelles expertises vers des nouveaux métiers liés à la bioproduction, notamment au niveau digital, data scientist en particulier. Donc, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont en train de prendre appui autour de la bioproduction. Alors, pour finir ce campus biotech digital qui est donc en pleine montée en puissance pour une rentrée très prochaine, aujourd'hui, en fait, le panorama au niveau de l'Europe, c'est que d'ici les 10 prochaines années, on estime qu'il y aura 30 à 40 000 emplois à pourvoir dans la filière de la bioproduction. On sent à la fois que c'est effectivement un enjeu de santé publique, mais que c'est aussi, en termes de montée en capacité de la filière de bioproduction en France, une formidable opportunité et que les compétences requises sont quand même très spécifiques et de pouvoir effectivement porter cette montée en compétences et attirer également des nouveaux talents font partie en fait des grandes ambitions de ce nouveau campus qui est effectivement sur un écosystème très large, vous l'avez compris, au niveau national, à la fois territorial et également industriel. Voilà. Merci Madame Lecoq pour cette présentation. J'invite celles et ceux qui souhaitent poser éventuellement une ou deux dernières questions à l'ensemble de nos intervenants à poser leurs questions sur le chat. En attendant, je vais commencer à conclure. Donc, encore merci à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux intervenants pour leur présentation rapide et très concrète pour les développeurs économiques. Donc, voilà, l'ensemble de ces éléments nous permettent aujourd'hui et permettent à nos participants d'avoir une meilleure vision d'ensemble sur les offres que vous proposez toutes et tous pour accompagner les entreprises de leur territoire. Merci à vous également, chers participants. Vous étiez plus d'une centaine à suivre ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter donc, via notre adresse cner@cner-france.com si vous êtes intéressé par l'une des présentations qui vous a été diffusée. On vous mettra les PowerPoint avec le replay du webinaire. Donc, nous vous invitons aussi à suivre nos actualités sur notre page LinkedIn, notre page Twitter du CNER et vous aurez toutes les informations disponibles pour le replay des webinaires, les informations pour les Save the Date, pour les prochaines animations, etc. Et vos retours sont importants, donc n'hésitez pas à nous dire si ce format vous a plu. Voilà, des présentations, l'objectif était de vous donner des présentations flash, concrètes, rapides. Et merci à tous les intervenants qui ont parfaitement rempli cette mission pour aujourd'hui. Et voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc je vous propose que ce soit le mot de la fin. Encore merci à toutes et à tous et j'espère vous retrouver dans de prochaines animations.